C'est la décision du conseil académique après les affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants. Les étudiants ont d'ailleurs 48 heures pour remettre les clés de leur chambre. Les élèves du lycée de Oré-Fondé, dans le département de Matam, exigent le départ de leur proviseur. Ces derniers dénoncent son comportement qu'ils jugent violent et interpellent les autorités. Le Forum national de la jeunesse du Sénégal réfléchit sur les opportunités qui s'offrent à la jeunesse et ils mettent également le point sur les problèmes rencontrés par les jeunes. Le Sénégal et la Gambie unissent leurs efforts à travers une patrouille conjointe. C'est pour lutter contre les trafics illicites du bois et la culture du chanvre indien. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre à l'université Assane Seck de Ziguinchor. C'est une décision du conseil académique qui a décidé de dissoudre les amicales d'étudiants et la suspension des activités de renouvellement, la dissolution de la coordination des étudiants, la saisine des instances internes pour des propositions de reprise. De son côté, le directeur du Centre régional des œuvres universitaires donne un ultimatum de 48 heures aux étudiants pour rendre les clés de leur chambre. Dr Salif Baldé estime que cette mesure vise à garantir la sécurité et le bien-être au sein du campus social. Les élèves du lycée de Oré-Fondé réclament le départ de leur proviseur. Ces derniers dénoncent son comportement qu'ils jugent agressif. Ils interpellent les autorités. Cela fait plus d'une semaine qu'ils ont refusé de faire cours. Amadou Mardialo. Par la voix du chef de village de Dabia Orofondé, sont aussi inquiets à cause de la situation actuelle que vivent leurs enfants. Ils interpellent les autorités. En tant que parents d'élèves, les élèves du lycée de Orofondé sont très remontés contre leurs proviseurs nouvellement affectés. Après avoir boycotté les cours pendant 2 semaines, ces apprenants ont décidé de faire face à la presse pour dénoncer le comportement de ces derniers qu'ils qualifient d'agressif. Depuis la rentrée des classes, tout est chamboulé par la personne qui devrait tout organiser, à savoir monsieur le proviseur Ibrahim Ndiaye. Des insultes nous sont perturbés, des menaces à n'en plus finir. Imaginez un proviseur prendre le cahier des élèves et les jeter dans de l'eau. Ce qui nous a le plus poussé à partir en grève, c'est que l'autre jour, en intimidant une élève, il a piqué une crise. En voulant l'assister, il a refusé catégoriquement. Et ça, déjà, c'est une meurtre. C'est un crime. Pour cela, nous exigeons son départ. Les parents d'élèves, par la voix du chef de village de Dabia Orofondé, sont aussi inquiets à cause de la situation actuelle que vivent leurs enfants. Ils interpellent les autorités. En tant que parents d'élèves, on ne peut pas voir nos enfants rester 2 semaines sans prendre. Nous interpellons le président de la République et son premier ministre Ousmane Sonko. Nous interpellons aussi le ministre de l'Éducation et l'inspecteur d'académie de Matam et voir des lycées fermés à cause d'une personne qui est tout simplement une personne morale de ce lycée qui veut tout simplement mettre fin aux études de nos enfants. On ne va pas laisser faire. Au lycée de Orefondé, la situation devient de plus en plus alarmante. Après s'être entretenu avec l'inspecteur d'académie, les élèves campent toujours sur leur position et donnent un ultimatum aux autorités éducatives de la région pour le départ immédiat du proviseur. Nous avons essayé de joindre ces derniers, mais nos tentatives sont restées vaines. Amadoumar Diallo, les récents rapports de l'ANAQ-SUP révèlent que 77% des établissements d'enseignement supérieur de formation ont des formations donc de qualité. Toutefois, les défis sont énormes. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Abdourahmane Diouf, appelle à des actions concrètes pour améliorer ces résultats. Il compte mettre en place l'harmonisation des programmes dans les établissements publics et privés. C'est un compte rendu signé Amingom et Séléman Diallo.
77% des établissements d'enseignement supérieur délivrent des formations de qualité selon le rapport de l'ANAQ-Sup pour les 4 dernières années. L'organisme de régulation souligne que 78% des programmes sont adaptés aux exigences actuelles. 75 établissements d'enseignement supérieur ont été évalués sur le plan institutionnel, c'est-à-dire leur mode de fonctionnement, la gouvernance, le mode de financement, mais aussi la qualité des ressources humaines et des infrastructures. Et à l'issue de ces évaluations, on a eu un taux d'avis favorable de 77%, tous les établissements compris, publics comme privés. Concernant les programmes, nous avons évalué presque 280 programmes, exactement 279 programmes de formation. Là, le taux d'avis favorable pour l'accréditation de ces programmes est de 78%. Le ministre de l'Enseignement supérieur a évoqué les défis à relever pour combler le gap. Pour ce faire, des actions concrètes telles que l'harmonisation des programmes de formation sont nécessaires selon Abdourahmane Diouf. L'assurance qualité est institutionnalisée et de ce point de vue, les cellules internes d'assurance qualité doivent être renforcées en créant notamment des lignes budgétaires qui leur seront dédiées. Tous les établissements d'enseignement supérieur, notamment les universités, doivent respecter la réglementation. Aussi, l'harmonisation des programmes doit être réalisée pour favoriser la mutualisation des ressources humaines et la mobilité des étudiants. L'ANAQ-Sup s'engage à accompagner le ministère dans l'effectivité de cette harmonisation et dans la mise en place des réformes nécessaires. L'harmonisation des programmes. Les établissements se multiplient, les formations se multiplient, mais nous devons viser la même qualité. C'est pourquoi nous avons commencé à évaluer l'harmonisation de ces programmes. Lors de la cérémonie de remise des rapports de l'ANAQ-Sup, le ministre a annoncé le lancement dans les prochaines semaines de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Le front social se réchauffe. Les travailleurs de la santé, les syndicats d'enseignants et ceux des collectivités territoriales sont mécontents et annoncent des perturbations dans leur secteur dans les jours à venir. Un climat social qui s'annonce donc délétère face à une telle situation. Le secrétaire général de la CNTS-FC dénonce déjà des pratiques qui ne sont pas conformes au dialogue social. Mais Cheikh Diop veut que les discussions soient mises en avant par les partenaires. Je vous propose de l'écouter. Il est joint par Antoine Diouf. Nous avons quand même suivi le climat. Il est vrai qu'au-delà des secteurs que vous venez de citer, l'éducation, la santé, les collectivités territoriales, entre autres, plus les collectifs au niveau de l'administration, on a l'impression que le front social se réchauffe. Nous qui sommes les organisations fêtières, nous sommes en train effectivement d'apprécier cette situation. Les dernières conclusions nous recommandent de rendre à Monsieur le Président de la République la courtoisie de nous avoir reçus moins d'1 mois après son investiture pour discuter avec nous et arriver à des conclusions, d'approfondir les discussions sous forme d'assises pour aboutir à un pacte social afin que le mouvement syndical, les travailleurs accompagnent ces politiques publiques. Mais ce que nous constatons, au-delà de ce que vous venez de citer comme réchauffement du climat social, nous constatons également des pratiques qui ne sont pas conformes au principe du dialogue social, un peu partout. On s'est dit, avant de faire face, rendons la courtoisie à l'autorité et le respect, rencontrons-le, discutons. À l'issue de cette discussion, on apprécie là s'il faut élaborer un plan d'action ou bien s'il faut conduire les conclusions d'une discussion qui peut apaiser le climat social. Voilà là où nous en sommes en résumé sur la situation qui prévaut aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel confirme les résultats provisoires des élections législatives du 17 novembre dernier. Aucune contestation n'a été déposée au greffe du Conseil constitutionnel, dont les délais prescrits par l'article L194 constate donc les 7 sages. Le parti PASTEF se retrouve donc avec 130 députés, la coalition Takualu Sénégal 16 députés.
Diamak Djering, 7 députés. La coalition Sams Kadou, 3 députés. And Naoulé, 2 députés. La coalition Sénégal Kessé, 1 député. Andossi Kodoutenguir Sénégal, 1 député. Pôle Alternative, 3e voie. Kirai avec Natangé, 1 député. Entité indépendante, les nationalistes, 1 député. La balle est donc dans le camp du président de la République qui peut désormais convoquer la première session de l'Assemblée nationale. Je le disais en titre, patrouille conjointe le long de la frontière entre les forces de défense et de sécurité du Sénégal et de la Gambie. 19 localités ont été visitées par les soldats. L'objectif est de lutter contre les trafics illicites de bois, la culture du chanvre indien, en renforçant la confiance entre la population et les forces de défense et de sécurité. C'est ce que nous dit Hassan Ba. La première grande opération conjointe le long de la frontière entre la zone militaire numéro 5 du Sénégal et les forces armées gambiennes a été officiellement clôturée ce mardi à Dar Salam en Gambie. À cette occasion, le commandant de la zone militaire numéro 5 a souligné l'importance de cette initiative pour la coopération sécuritaire entre les deux pays. Les patrouilles mixtes ou combinées visent à coordonner les activités de surveillance aux frontières, à prévenir les menaces à l'ordre et à la sécurité, à lutter contre les trafics illicites et à cultiver la confiance entre population et forces de défense et de sécurité des deux États. Elles sont organisées conformément à l'article 9 de l'accord dans la zone transfrontalière terrestre couvrant une profondeur de 5 km dans le territoire de chaque État de part et d'autre de celle-ci. Le représentant du gouverneur de la région de West Coast en Gambie, présent lors de la cérémonie de clôture, a appelé les populations frontalières à renforcer leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité des deux nations pour garantir une sécurité accrue dans la zone. Quand on parle de la frontière, c'est là où les malfaiteurs passent. Si nous menons des patrouilles pour contrôler les entrées et les sorties, je pense que c'est une bonne chose. Je demande aux populations vivant le long de la frontière de veiller sur les personnes suspectes et de les dénoncer auprès des forces de défense et de sécurité. Pour sa part, le gouverneur de la région de Ziguinchor, Mortalatine, a estimé que cette opération contribuait à renforcer les liens de fraternité multiséculaire entre le Sénégal et la Gambie. Que nous retrouvons de part et d'autre de la frontière les mêmes communautés. Même si au niveau des autorités, il peut arriver que nos points de vue soient divergents sur certaines questions, on peut faire confiance aux populations en ce sens qu'elles ont fini en tout cas de développer des collaborations qui leur permettent elles-mêmes de se prendre en charge et d'évoquer, mais surtout de trouver des consensus. Il est à rappeler que cet accord entre les deux pays a été signé le 4 mars 2017. Hassan Ba, lancement du Forum national de la jeunesse du Sénégal sous la supervision de l'initiative prospective agricole et rurale. Objectif, réfléchir sur les problèmes rencontrés par les jeunes et rechercher des opportunités qui s'offrent à eux. Selon les organisateurs, des solutions peuvent être trouvées au cours de ce forum. N'est-ce pas, Ndiogo Faye? Placée sous la présidence de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, cette rencontre axée sur la jeunesse sénégalaise a eu la participation de près de 150 jeunes venus de divers horizons avec la commissaire de la CEDEAO, professeur Fatou Sossar. Face à la presse, la ministre a rappelé l'intérêt de ce forum et les stratégies d'accompagnement que les autorités prévoient de mettre en place à l'endroit des jeunes. L'intérêt de venir présider ce forum est à plusieurs niveaux. Tout d'abord, au niveau de notre département ministériel, on est en train d'élaborer un programme national d'accompagnement de la jeunesse. L'autre intérêt aussi, c'est de venir, encore une fois, pour pouvoir s'adresser à la jeunesse sénégalaise et leur renouveler
la détermination et la volonté de l'État du Sénégal à les accompagner au niveau de leur engagement citoyen, au niveau de leur formation, mais au niveau aussi de leur employabilité. De son côté, le professeur Fatou Sossar a mis en exergue le rôle que la CEDEAO compte jouer pour accompagner cette initiative. Elle estime que ce forum sera une piste de solution face aux problèmes des jeunes. Nous sommes très satisfaits du travail que IPAR a fait, c'est-à-dire c'est la structure, le think tank à qui on a confié ce travail et qui a pu mobiliser les jeunes de toutes les catégories sociales dans ce pays, de toutes les régions et de tous les secteurs. Et nous espérons qu'au bout de ces 2 jours de concertation, il en sortira des éléments qui nous permettront de faire un pas vers la solution des problèmes de la jeunesse de notre sous-région et du Sénégal aussi. Les travaux se poursuivront avec des ateliers interactifs et des panels de discussion portant sur des thèmes variés. Pour le représentant de la jeunesse, ceci est une opportunité d'échange sur les besoins de la jeunesse et les questions urgentes. La pertinence, c'est que ça va nous permettre au moins de parler de nos problèmes parce que surtout ce qu'il faut saluer, c'est surtout la démarche inclusive. Donc ce forum nous a permis vraiment de pouvoir parler, nous jeunes, nous qui vivons les problèmes, donc de pouvoir parler de nos soucis et essayer d'y apporter des solutions. Ce forum se veut un espace de réflexion et de dialogue pour mobiliser les jeunes autour d'initiatives concrètes en faveur du développement durable. La Caisse de sécurité sociale et le comité technique sectoriel des industries agroalimentaires du Sénégal engagent la réflexion pour assurer une meilleure sécurité des travailleurs. La préoccupation est au cœur du symposium organisé à Saint-Louis. Les détails avec nos correspondants permanents à Saint-Louis, Momar Alisnion et donc Mokhtar Seck. Le comité technique sectoriel des industries agroalimentaires du Sénégal vient de démarrer à Saint-Louis un symposium de 2 jours avec l'appui de la Caisse de sécurité sociale. Cette rencontre est axée sur la sécurité et la santé des travailleurs. Une initiative bien appréciée par les autorités administratives. Je salue l'initiative parce que j'estime que le rôle de la Caisse de sécurité sociale, qui est également celui-là de l'État, c'est de faire en sorte que le travailleur, où qu'il soit, dans quel secteur où il puisse se mouvoir, que ce travailleur-là se sente en sécurité, qu'il soit en bonne santé et qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. La Caisse de sécurité sociale salue surtout la parfaite collaboration avec les entreprises dans le monde de l'agroalimentaire. Le comité a été créé depuis 2017, ici même à Saint-Louis. Le comité a déroulé un plan d'action depuis lors. Aujourd'hui, on est à l'heure d'implanter le symposium. Tout ça renseigne du partenariat qui existe entre le monde du travail et les organisations de prévoyance sociale que nous sommes. L'enjeu, il est là, le gouverneur l'a dit. Le capital humain en entreprise, c'est pour augmenter la productivité. Malheureusement, il arrive que, par défaut de maîtrise, que nous soyons victimes d'accidents ou de maladies. Une fatalité qu'il faut qu'on apprenne à corriger. Ce symposium devra permettre de partager surtout les bonnes pratiques en ce qui concerne la santé et la sécurité. C'est d'abord une occasion de réunir l'ensemble des acteurs du secteur et surtout d'échanger de bonnes pratiques et de partager autour de l'essentiel. L'essentiel pour ce comité technique étant de faire de sorte à ce que les conditions de travail, la préservation, la prévention et les actions en matière de protection du salarié dans son environnement de travail puissent être prises en compte. Donc cela va naturellement avec une multitude de risques qu'on trouve dans nos environnements de travail. Et en tous les cas, le secteur agroalimentaire a pris cette question-là à bras le corps et trouve les moyens de faire de sorte à ce que les bonnes pratiques soient essaimées, soient partagées. Dans le long terme, la direction de la prévention des risques professionnels à la Caisse de sécurité sociale entend étendre des activités pareilles à d'autres secteurs du monde du travail. Momar Alisnion, l'autopont front de terre est désormais ouvert à la circulation. Un ouf
de soulagement pour les usagers. La circulation est devenue fluide sur cet axe. D'après les taximens et les conducteurs de moto, ils invitent l'État à multiplier des projets de cette envergure. Ils l'ont dit à Cheikh Tidiane Diakhaté. Après 2 années de travaux, l'autopont du front de terre est enfin livré. Ici, les professionnels de la route sont tous du même avis. L'édifice facilite la circulation des véhicules. Ce conducteur de tchak-tchak raconte le calvaire du passé. C'était une seule voie dégagée pour tout le monde. Les travaux ont vraiment pris du temps. C'était depuis 2022. C'était très cloîtré pour les véhicules qui avaient du mal à circuler. C'était pas trop facile pour moto de circuler franchement. Dans une zone où la circulation était dense, Damdien, aussi conducteur de moto, trouve l'autopont très utile. Auparavant, pour amener un client à Liberté 6, il fallait faire le tour, passer par CTO et Kharial. Mais avec le pont, le trajet devient facile. Ce chauffeur de taxi clando pousse un ouf de soulagement. C'était très dur pour tout le monde, même pour ceux qui font du commerce dans les parages. Mais avec l'ouverture, nous disons Alhamdoulilah. Mamor Ngom, pour sa part, se dit heureux. Après 2 années de travaux, et incite l'État à construire davantage ce type d'ouvrage pour faciliter la circulation des véhicules. Ces 2 années, nous étions vraiment épuisés, mais aujourd'hui, nous sommes très contents. Les embouteillages ont beaucoup diminué. Il faut que l'État en construise partout pour que les véhicules puissent circuler librement. Après constat, les embouteillages persistent néanmoins sur l'axe menant vers l'avenue Bourguiba. Sauf cette remarque, l'autopont du front de terre a amélioré les déplacements dans cette zone. Le Sénégal compte travailler pour connaître exactement le budget consacré à la santé qui est éparpillé. C'est une annonce de la direction du développement du capital humain qui est également préoccupée par les problèmes des jeunes tels que l'éducation et la santé. Mountaga Kane. Une bonne budgétisation sensible aux dividendes démographiques passe inéluctablement par le regroupement de certains budgets éparpillés pour une meilleure répartition des fonds. Ce qu'on a constaté avec la budgétisation sensible aux dividendes démographiques au niveau des ministères, par exemple, si je donne l'exemple du ministère de la Santé, le budget qu'on a mis au niveau de la santé est un peu éparpillé. Parce qu'on retrouve au niveau de la santé, au niveau des forces armées, il y a un volet santé, etc. Mais nous, ce qu'on va faire, on va essayer de regrouper en un seul budget pour que l'État du Sénégal puisse savoir combien il met au niveau de la santé. Il soutient que la capture de dividendes démographiques est une condition sine qua non pour le développement. L'importance de cette dividende démographique, c'est que si un pays parvient à capturer son dividende démographique, c'est qu'il peut aspirer à un développement. Parce que sans capture, il n'y a point de développement. Parce que si le Sénégal continue, la population active ne peut pas prendre en charge la population inactive, c'est des problèmes. Les jeunes sont au centre de leurs préoccupations. Comme on a une population trop jeune, peut-être mettre le levier sur l'éducation, les former, et les soigner pour avoir vraiment des enfants qui ont une bonne santé, des enfants qui ont investi dans l'éducation pour pouvoir investir et peut-être épargner pour qu'on puisse vraiment capturer le dividende démographique. La dividende démographique du Sénégal était en 2011 de moins de 40% et en 2019 en deçà de 50%. Les statisticiens projettent un taux qui pourra dépasser les 50% pour l'année 2023 qui sera fait en 2025. Atelier de sensibilisation sur le contenu local à Kédougou. Objectif, mettre en place un cadre légal pour mieux encadrer le contenu local et le vulgariser. Les différents partis prenant ont pris part donc, à la rencontre. Leurs préoccupations ont été recueillies. Dr Mor Bahoum est le secrétaire technique de suivi du contenu local. Il est ici au micro de notre correspondant permanent à Kédougou, Ibrahim Kaloga.
Dans la mise en œuvre de notre mission, il était important pour le secrétariat technique de se déplacer sur le terrain, de rencontrer les différents acteurs des différentes parties prenantes. Et ici, quand on parle de parties prenantes, il s'agit des détentrices de titres miniers, des entreprises, les sous-traitants, les fournisseurs de biens de services au niveau local, mais également les jeunes qui aspirent à intégrer ce secteur-là et avoir des opportunités d'emploi. Un cadre légal a été mis en place pour encadrer le contenu local avec un certain nombre d'exigences qui pèsent sur les détenteurs de titres miniers et les sous-traitants. Et dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi-là, il était important de venir vulgariser et échanger sur les principes. Nous l'avons déjà fait en décembre 2023. Il était pédagogique de revenir après moins d'une année de mise en œuvre pour échanger encore avec les acteurs, réaffirmer les orientations et éclaircir un certain nombre de points. Donc c'est l'objectif de cet atelier aujourd'hui qui, disons, réunit les différentes parties prenantes pour réexpliquer le cadre légal, représenter le cadre légal, mais pas que, parce qu'il est également important de recueillir dans le cadre de ces échanges-là les préoccupations des différents acteurs et de voir comment les orienter et les aider. Et dans ce processus-là, il est important d'échanger avec les acteurs locaux, surtout les fournisseurs de biens et services. Parce que quand on parle de contenu local, on l'a déjà précisé. C'est un principe, disons, général de préférence nationale, mais qui est encadré. Encadré sur deux aspects. Sur l'attribution des marchés, il y a des exigences qui permettent de clarifier l'attribution des marchés par les donneurs d'ordre et qui donnent la priorité aux entreprises locales qui ont les capacités d'exécuter ces marchés-là. Un mot de sport dans cette édition, première journée de la Coupe CAF. Retenez que l'ASC Jaraaf a donc raté son entrée en lice en Côte d'Ivoire. Les Médinois ont été battus par l'ASEC Mimosa sur un score de 2-0. Les hommes de Malik Daf n'ont pas pu faire mieux. Ils ont d'ailleurs encaissé le premier but à la 45e minute, juste avant la pause, avant d'encaisser le deuxième but aux environs de la 70e minute. Les hommes de Malik Daf vont donc rentrer bredouille à Abidjan. Donc c'est pour le compte de la première journée de la Coupe CAF, la première rencontre donc de l'ASC Jaraaf dans cette compétition, entrée en lice manquée pour le club de la Médina. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.